Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal, un reportage sur l'hygiène des restaurants installés au sein des établissements scolaires. La nourriture vendue dans certaines écoles ne respecte pas les conditions d'hygiène, très souvent exposée du matin au soir, sans aucune protection, à la merci des mouches et de la poussière. En Russie, une fusillade dans une école fait état de 11 enfants parmi les 15 victimes. Le suspect, lui, s'est suicidé. Plus de détails avant la fin de cette édition. Vous êtes les bienvenus, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous le savez sans doute, l'école est l'environnement immédiat des élèves. Ils y passent beaucoup plus de temps qu'à la maison et ils y mangent beaucoup. Mais la nourriture vendue dans certains établissements scolaires ne respecte pas les conditions d'hygiène. Des repas exposés du matin au soir sans aucune protection à la merci des mouches et de la poussière. Un danger pour la santé des apprenants que dénoncent Clarisse Kanyala et Bintou Pekele. Pain et condiments vendus sans aucune protection. Nous sommes au marché du collège moderne de Grand Bassam. Mariam vend des sandwichs depuis plus de 30 ans ici. Des sandwichs qui ne sont soumis à aucun contrôle sanitaire. Je suis la maman des enfants. Je suis ici, ça me fait 31 ans cette année que je vends ici. Depuis à l'âge de 14 ans ici, je vends pain fourré. Il est 12 heures, l'heure du déjeuner. C'est ici que ces élèves viennent manger tous les midis. Des élèves qui s'empressent de manger sans se poser de questions. Quand j'ai faim, je ne regarde pas si c'est couvert ou c'est pas couvert, je mange. Le marché est très loin, c'est juste quand on dépasse le café jeunesse. À l'EPP Blocos 2, dans la commune de Cocody, le constat est le même. Riz gras et sandwich vendus sans protection aucune. À interroger, les vendeuses rassurent. Chaque 10 jours, même moi ici, je viens de manger le riz, c'était d'où j'aimais. Les enfants, à 10 heures seulement, ils viennent payer les choses, nous manger là pour partir. Ce que Timba est à la maison, il faut faire bien aussi pour venir vendre. C'est à cause de ça, les enfants là, ils viennent payer, il n'y a pas de problème. Selon le directeur de cet établissement, les aliments vendus sont d'abord soumis à un contrôle sanitaire. Il y a un tuteur de la coopérative. Chaque matin, avant de vendre, on envoie les échantillons d'abord chez le tuteur de coopérative. Lui, il goûte la nourriture et puis on apprécie. Et une fois que lui donne le feu vert, la vente continue maintenant de la matinée. Et le soir aussi, on fait la même chose. Les aliments vendus sans être protégés peuvent nuire à la santé, selon ce nutritionniste. Les aliments sont exposés pendant plusieurs heures dehors, pas de couverture même souvent. Tous ces aliments qui sont faits pour nos enfants, quand ce n'est pas fait dans des conditions optimales, c'est clair que ces enfants-là courent des risques de développer plus tard pathologie du cœur, pathologie des vaisseaux, notamment avec des complications, voire AVC et tout ça. Et également des pathologies métaboliques telles que le diabète, la goutte et tout ça. Pendant la rentrée scolaire, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Beaucoup mangent sur place, s'exposent à d'éventuels problèmes sanitaires, tels que les intoxications alimentaires, d'où l'intérêt pour parents et autorités éducatives d'effectuer régulièrement des contrôles sanitaires des aliments consommés sur place par les apprenants. 600 éboueurs bénéficient de plusieurs vaccins gratuits. Il s'agit du tétanos, la méningite et la fièvre typhoïde. L'initiative vise à prémunir les éboueurs de la ville d'Abidjan contre de graves maladies. Ils ont pour rôle, vous le savez, de rendre la ville d'Abidjan propre en la débarrassant des ordures ménagères. Le reportage de Noussangaré est commenté par Parga Sorokone d'Emadongui. On le retrouve dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Leur rôle, collecter les ordures en vue d'assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Ismaël et Lassina font partie de ces agents de salubrité. Ce matin, ces deux éboueurs doivent débarrasser les cités des deux plateaux Cocody des ordures ménagères. S'ils ont enfilé des gants, ces éboueurs exercent leur activité sans cache-nez. On nous a donné des cache-nez, c'est nous-mêmes on ne porte pas. Sinon, on a les cache-nez dans la voiture, c'est nous-mêmes on ne porte pas. Cache-nez là, mec, tu portes la main là. Dans deux heures de temps, tu es obligé d'enlever. C'est tout. En contact régulier avec ces ordures, aux odeurs nocives, ces agents de salubrité s'exposent aux maladies de tout genre. Souvent, quand nous travaillons là, quand le sale la verse sur nos corps là, ça nous gratte. Et puis, souvent, quand on travaille là, l'odeur de nyama là, quand ça rentre là, ça nous gratte, ça fatigue le poumon. Dans le secteur, la sensibilisation s'impose quant aux mesures de protection, le port de cache-nez et de gants.
Outre ces mesures, dans la commune de Cocody, une campagne de vaccination est même initiée à l'intention des éboueurs et autres agents de santé. Qui dit un bon travailleur, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Donc nos préoccupations, c'est la santé de nos ouvriers. Aujourd'hui, c'est la 2e et nous allons faire la 3e dose. S'ils n'ont pas en bonne santé, ce que la population attend de nous, nous ne pourrons jamais leur fournir ces services. Ces agents de salubrité bénéficieront de 3 autres vaccins, la méningite, le tétanos et la fièvre typhoïde. Nous allons ensemble contribuer à rendre moins pénible le travail des éboueurs. Et dans cet élan, sachez que ce n'est plus la peine de jeter les épluchures de manioc et les cabosses de cacao. Ces déchets alimentaires peuvent être réutilisés comme combustible. Mais avant, il faut les transformer. C'est ce que fait le Centre de démonstration et de promotion des technologies en partenariat avec la coopération allemande. Pendant 3 jours, ils ont formé des acteurs de terrain pour apprendre à fabriquer des briquettes combustibles à base de déchets alimentaires. Une formation qui vise aussi à vulgariser cette technologie qui vise à protéger notre environnement. Le compte-rendu de Bintou Pekele. Edme étudie le processus de transformation de déchets alimentaires en briquettes combustibles. Étudiant en industrie agroalimentaire, il est en stage au CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologies. Il y a plusieurs matières premières, comme les cabosses de cacao, les épluchures de manioc, voilà, la sciure de bois. C'est avec ces déchets ménagers qu'on peut obtenir les briquettes de cacao. Aujourd'hui, je suis capable de diriger une équipe de production de briquettes de cacao de façon industrielle et semi-industrielle. Ça évite le travail physique pénible et tout. Cette technologie vise à valoriser les déchets alimentaires. Elle intéresse également d'autres stagiaires, mais aussi les agents de l'ANADER et des membres des coopératives partenaires au CDT. Dans cette salle, toujours au CDT, 15 d'entre eux sont formés aux outils de production de ces briquettes combustibles. Ils découvrent le processus par projection avant de le voir en vrai, hors salle. Occasion pour Edme et ses encadreurs de démontrer leur savoir-faire. Quand on a les cabosses, on les sèche, après on les broie. Une fois broyés, on va à la machine. Avant d'arriver à la machine, on va prendre le taux d'humidité pour pouvoir régler la température, les paramètres de la machine, et afin de pouvoir sortir des briquettes bien solides. Et c'est de cette machine que sortiront finalement les briquettes combustibles. Elles passeront au soleil pour 24 heures. Les auditeurs sont tout cuits. Observation, prise de notes et de photos. Tout le nécessaire pour garder en tête le processus qu'ils ont la mission de vulgariser. Je dirais que je suis venu la tête vide, mais j'ai partirai avec la tête chargée. Je peux dire que je suis capable de faire cette transformation-là si j'ai les moyens à ma possession ou encore de former d'autres personnes à la fabrication en fait, de briquettes. Le projet de transformation des sous-produits alimentaires en combustible conduit par le CDT est porté par le Centre d'innovation verte, une structure du GIZ, démembrement de la coopération allemande. Nous sommes un projet technique, ça veut dire nous avons des formateurs sur place, ensemble et avec notre partenaire DM. Avec les briquettes pressées, nous avons une bonne possibilité d'avoir un bilan CO2 très petit. Yeah. C'est bien pour la protection et pour le climat de la Côte d'Ivoire. D'abord, une innovation et sa vulgarisation, ça fait partie de notre métier. Donc, en récupérant les cabosses de cacao, les épluchures de manioc, nous offrons une autre alternative aux Ivoiriens, aux ménages de Côte d'Ivoire. Nous leur proposons une autre technologie, une autre expertise, une autre façon de faire la cuisine sans abattre nos forêts. 1 kilogramme de briquettes combustibles à base de déchets organiques de cacao et de manioc et 1 kilogramme de charbon de bois sont mises à l'épreuve. Au bout de 5 minutes, les briquettes combustibles s'embrasent. Ici, nous avons le charbon de bois après 5 minutes. Et là, nous avons les briquettes de contexte. Déjà, ça commence à bouillir également. Elles sont plus rapides pour la cuisson, donc économiques. Aussi, permettent-elles de lutter contre la pollution. La réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans les ministères de Côte d'Ivoire porte ses fruits. La cellule genre du ministère des Eaux et Forêts vient de voir le jour. Elle a été officiellement installée le jeudi 22 septembre 2022. La lutte pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes est menée par la direction du genre et de l'équité. Qui mieux qu'une femme pour nous le dire? Suivons le reportage de Georgette Ido Fofana.
Commandant Oucho est sous-directeur de l'action sociale à la direction des ressources humaines et de la formation au ministère des Eaux et Forêts. Elle qui était chargée d'études à la direction du reboisement et du cadastre forestier connaîtra une promotion après 10 ans de service. Il y a des fois où on s'est senti oublié, mais quand ça arrive, on se dit que c'est le temps de Dieu qui n'était pas encore arrivé. Travailler pendant 10 ans en tant que chargé d'études et être promu, ça veut dire qu'on a reconnu votre valeur. On sait ce que vous pouvez faire en tant que femme. Maintes fois victime de frustration, elle sera promue en novembre 2021 au ministère des Eaux et Forêts. Les femmes sont capables de faire ce que les hommes font. Il ne faudrait pas qu'on les sous-estime. La preuve, les femmes qui sont en différents postes de responsabilité le prouvent bien. Et je pense que c'est parce que le ministre est satisfait qu'il a fait la promotion des femmes aux différents postes de directeur régional. En Côte d'Ivoire, peu sont ces femmes qui occupent des postes de responsabilité. Colonel Kassi fut la première femme agent technique à l'assaut des forts en 1991. Au milieu des hommes, elle a su s'imposer. Au début, c'était difficile. Il y avait des hommes qui ne voulaient pas se soumettre. Je n'ai pas utilisé la force. J'ai pris tout le monde, tous ceux qui étaient moins âgés que moi, c'était mes petits frères. Et tous ceux qui étaient plus âgés que moi, c'était mes grands frères. Donc, je me suis arrangée pour que les gens comprennent que les femmes peuvent occuper ces postes-là et puis on travaille ensemble. Après plus de 30 ans de service, elle est aujourd'hui sous-directeur marketing et ressources nouvelles à la Société de développement des forêts. Par ailleurs, secrétaire technique de la cellule genre. Si on veut évoluer à l'intérieur de ce ministère, une cellule genre est la bienvenue pour contribuer à vraiment booster les choses pour que les femmes puissent trouver réellement leur place à l'intérieur et faire évoluer aussi le ministère. Pour réduire les inégalités et promouvoir la parité du genre, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers la direction du genre et de l'équité, a instauré des cellules genre dans plusieurs directions et ministères. D'où cette cérémonie d'installation de la cellule genre du ministère des Eaux et Forêts. L'accroissement du nombre de femmes dans les effectifs, la nomination de compétences féminines à des postes de décision stratégiques et l'atteinte de la parité font de la question du genre un concept inclusif permettant à chacun et chacune, selon son niveau, de participer ou d'être intégré au développement du pays. Composé de 8 agents, dont 3 hommes et 5 femmes, ils ont reçu ce jour le certificat d'installation. Le taux de représentation des femmes est encore faible. Mais on se rend compte que le problème il est plus profond. Donc il faut sensibiliser toute la communauté pour que les femmes et les jeunes filles puissent faire des études qui leur permettent de pouvoir travailler dans un secteur tel que le secteur des eaux et forêts. Le ministre Laurent Tchagba, à cette cérémonie d'installation, n'a pas manqué de réitérer son engagement à faire de l'égalité du genre une priorité. La notion du genre s'inscrit aujourd'hui dans un contexte mondial. Les Nations Unies et tous les pays du monde mettent tout en œuvre pour prôner l'égalité entre l'homme et la femme. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette politique d'égalité et de promotion du genre. Je voudrais réitérer à l'endroit des femmes des eaux et forêts de ne pas avoir peur. Je suis là. Aussitôt installée, la cellule genre a dévoilé son plan d'action pour l'année 2022-2023. Elle entend, entre autres, organiser des journées portes ouvertes visant à susciter l'intérêt des jeunes filles pour les métiers du secteur des eaux et forêts. Dans l'actualité internationale, en Italie, Giorgia Meloni et sa coalition d'extrême droite ont remporté les législatives. Le pays se trouve dans l'impasse, s'interrogeant sur ce que peut bien être le mode de gestion de Giorgia Meloni. Certains parlent même de bouleversement en Europe, évoquant le futur de l'Italie dans l'Alliance occidentale. L'un des défis majeurs du prochain gouvernement sera la crise économique. En Russie, une fusillade dans une école dans la ville d'Ijevsk fait état de 11 enfants parmi les 15 victimes. Le suspect, lui, s'est suicidé. 24 autres personnes ont été blessées, dont 22 enfants et 2 adultes. Retour en Côte d'Ivoire, Seko Fofana est de retour chez les éléphants. Vous l'avez certainement vu s'illustrer avec un beau but ce week-end face au Togo dans la victoire 2-1 des éléphants. Bonsoir Salif Ouattara. Bonsoir Alassane. Est-ce que vous êtes de ceux qui sont très heureux de ce retour de Seko Fofana?
Depuis novembre 2019, effectivement, il était parti. Il avait évoqué quelques raisons. Son retour fait du bien à la sélection, on a pu le constater en tout cas lors de ce match. Il a fait un grand retour, on peut le dire comme ça. Très bien. Allez, on décortique ce match des éléphants ainsi que les à côté après ce compte rendu de Jean-Sylvain Rousseau. Très en vue dans ce match, Seko Fofana profite d'un bon service de Jean-Philippe Bamé pour montrer la voie du succès. L'affaire est bien embarquée pour les éléphants qui ne laissent pas retomber la pression et sont récompensés par un pénalty transformé par Franck Kessié, le spécialiste dans cet exercice. À 2-0, les coéquipiers de Franck Kessié croient tenir la victoire, mais se font surprendre avec la réduction du score signé Karim Derman. 2-1, score final. Un match bien maîtrisé, un peu laborieux en première mi-temps, mais quelques corrections. Mais en deuxième mi-temps, une bonne équipe de la Côte d'Ivoire, avec du jeu, des occasions, des buts, un petit relâchement habituel, on dira, pour pimenter un peu la fin de match. On a fait un bon match et je suis content de mes coéquipiers. On fait une erreur défensive après, à la fin du match, on prend un but qui allait pu changer la donne du match. Mais on laisse le staff technique pour s'en occuper. Je suis content. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, s'est rendu chez l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le patron du football ivoirien a été reçu par l'ambassadeur, Maurice Bandama, ravi d'accueillir la délégation ivoirienne. J'ai profité de l'occasion pour le féliciter pour son élection à la tête de la FIFA et pour la cohésion et la paix retrouvée. Nous avons besoin de cette cohésion pour gagner. Le président Idriss Yacine Diallo a expliqué à l'ambassadeur sa vision pour le football ivoirien et les objectifs à atteindre. Merci beaucoup Jean-Sylvain Rousseau. Alors Salif, comment est-ce que dans l'ensemble vous avez trouvé cette prestation des éléphants? On va dire une prestation en demi-teinte. On a vu une première période qui n'est pas conforme à la seconde. Une première période où les éléphants ont tâtonné. On a eu l'impression qu'ils étaient à la recherche de repères. Ils voulaient se retrouver puisqu'il y a en même temps des nouveaux et des retours dans ce groupe-là et des anciens. Donc il fallait trouver les automatismes, les combinaisons. Et en seconde période, on a l'impression que ces repères-là ont été trouvés puisque finalement, c'est là que les deux buts interviennent. Très bien. Beaucoup de nouvelles têtes dans ce match face au Togo, notamment Seko Fofana qui a sorti un grand jeu. En catalyseur, on peut le dire comme ça, c'est lui qui avait les manettes du jeu. En tout cas, il a plus ou moins démontré, il a voulu l'assumer. Et je pense que finalement, tout le monde s'est rendu compte qu'il avait quelque chose à revendre, du talent. Depuis 2019 où il était parti, après il a évoqué son envie de revenir. Il a cherché à rencontrer plusieurs autorités au niveau du staff technique. Et je pense que ça se fait. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Il faut lui donner le temps de jouer, de s'adapter, de s'habituer à tous les joueurs qui sont dans ce groupe-là. Je pense que ça peut donner quelque chose pour la CAN 2024. Très bien. L'absence de l'attaquant vedette aujourd'hui des éléphants, Sébastien Haller, peut-elle être comblée par lequel des membres de cet effectif? On le constate, c'est difficile parce que de toutes les façons, Sébastien Haller, effectivement, était là. Il avait de la capacité, du potentiel, mais qui n'arrivait pas à démontrer souvent lors de certains matchs. Ensuite, il y a eu Christian Kwame qui a sorti une tête rageuse. On a eu l'impression qu'on avait affaire au nouveau Drogba, c'est comme ça sur les réseaux sociaux. Oui. Et après, Patatra, lui aussi, bon, il n'y a plus trop de signaux à son niveau. Maintenant, il y a Crasso et bien d'autres qui sont venus. Ce deuxième match amical qui s'annonce, on verra sûrement face à la Guinée s'il y a des potentiels remplaçants. Parlons de ce but qu'on encaisse alors que tout, en tout cas, semble être en notre faveur. Le coach parle de relâchement. C'est un problème de déconcentration. On est un peu habitué à cela avec les éléphants aujourd'hui. Oui, qui dit relâchement dit déconcentration. Mais moi, je vais aller au-delà de ces simples constats et dire que sûrement, il y a cette envie de tout de suite, on est trop rassuré. On a trop vite l'impression qu'on domine la chose et finalement, on est pris de surprise par une équipe qui ne chôme pas, qui ne dort pas. Les Togolais, ils n'ont pas chômé, ils ont continué à travailler, à batailler. Et finalement, ils étaient en quête du nul. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques failles, c'était possible. Donc, il faut rester bienveillant. C'est comme le vigile, il faut toujours être, en tout cas, au poste
et aux avant-postes en même temps. Très bien. Merci beaucoup, Salif. Merci d'avoir été le nôtre ce soir. On a vu aussi Idriss Yassine Diallo, le nouveau président de la FIFA, rencontrer Maurice Bandama. Les deux hommes se sont parlé de beaucoup de choses, en tout cas en rapport avec le football local. C'est tout pour ce soir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information à 12h30 demain. À 19h30, vous voudriez bien me recevoir chez vous. Bonsoir.